Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise.
Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posé sur leur pare-brise ou enroulé autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir, car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle, divisé en 2 parties par une ligne verticale, indique aux criminels de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Et quelque chose qui ressemble à un A et un K combinés fait savoir aux complices que la maison est toujours pleine d'occupants. Une nouvelle astuce est utilisée par les voleurs de voitures, l'astuce de la pièce de monnaie. Ils la glissent dans l'espace entre la porte et la poignée de la porte. Lorsque le propriétaire pense qu'il a verrouillé la porte avec son bip de clé, le véhicule est en fait toujours ouvert, car la pièce empêche la serrure de l'une des portes de fonctionner. Dès que le propriétaire s'éloigne de son véhicule, le voleur n'a aucun problème pour ouvrir la porte et voler des objets de valeur. Lorsqu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée dans un centre commercial, un voleur de voiture peut faire une annonce publique pour dire qu'une voiture, choisie par eux bien sûr, bloque la sienne et qu'il ne peut pas sortir. Dès que le propriétaire arrive pour déplacer sa voiture, un autre groupe commence à agir, en supposant, et pour une bonne raison, que la personne en question a la clé de la voiture sur lui. Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain, le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échoué sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de ruban adhésif de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de ruban adhésif. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée.
Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmier et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête, et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que 2 rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là, et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorce d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. À l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues.
Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les 5 derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux, tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà 1 heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco, tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voie. Il semble qu'il va te manquer, mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie. As-tu déjà vu un concombre de mer allongé sur un lit de sable et pensé qu'il ressemblait à un blob ? Ces créatures peuvent sembler molles et sans défense, mais elles ont en fait des stratégies fascinantes pour se protéger. Les biologistes ont découvert des composés chimiques qui permettent aux concombres de mer de se protéger des prédateurs et même de leurs propres toxines. Et devine quoi ? Ces composés pourraient être utiles à la santé humaine. Lorsque les holothuries se sentent menacées, elles peuvent expulser des parties de leur corps qui ressemblent à des fils. Ces tubes immobilisent les prédateurs dans une étreinte collante et toxique. La toxicité provient de certains composés chimiques que l'on trouve couramment dans les plantes. Il est intéressant de noter que ces substances chimiques sont beaucoup moins courantes chez les animaux, mais que les concombres de mer ont évolué pour les utiliser à leur avantage. Ces substances sont également connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont déjà utilisées dans un grand nombre d'industries, comme les cosmétiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques comme moyen de défense pose un gros problème aux concombres de mer. Ils doivent éviter de se contaminer avec leurs propres toxines. Cela signifie que leurs propres cellules ne doivent pas contenir de cholestérol, la cible à laquelle les toxines se lient et qu'elles transpercent. Les concombres de mer ont donc développé 2 types d'alternatives au cholestérol. Il s'agit d'une stratégie d'autodéfense. Si tu peux produire ces substances toxiques, tu dois être capable de ne pas te rendre malade. Aussi intelligent et mignon soit-il, tu sais maintenant qu'il ne faut pas toucher un concombre de mer si tu en rencontres un par hasard à la plage. En parlant de choses à éviter à la plage, passons à l'escargot à cône marbré. Une créature si unique et si dangereuse qu'elle te fera tourner la tête. Cet escargot est un véritable voyageur du monde. On le trouve depuis la pointe sud de l'Inde jusqu'à Okinawa au Japon et au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et des Samoa. C'est une aire de répartition impressionnante. Et ce n'est pas seulement l'endroit où on le trouve qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il chasse. Cet escargot est peut-être petit, mais c'est un prédateur féroce. Il adore dévorer les autres escargots et parfois même ses propres congénères. Lorsqu'il a faim, il sort sa longue dent blanche et lance un harpon chargé de poison sur sa proie. Et si cela ne suffit pas, il attaquera sa proie plusieurs fois, juste pour être sûr. Quelle détermination, n'est-ce pas ? Une fois que le harpon a atteint sa cible, la proie est immobilisée et ses muscles commencent à se détendre de façon irréversible. Lorsque la proie est sans défense, l'escargot peut commencer à la dévorer. Où peut-on trouver cette redoutable créature, me diras-tu ? On la trouve dans les eaux peu profondes, généralement sur les plateformes des récifs coralliens ou les pinacles des lagons, ainsi que dans le sable, sous les rochers ou parmi les herbes marines.
Fais attention où tu mets les pieds la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est tout dire. Le bon côté des choses, c'est que le venin de cet escargot est en train d'être développé comme traitement potentiel de la douleur. Certaines des substances chimiques qu'il contient ont été étudiées et se révèlent prometteuses. Qui aurait cru que ce prédateur inhabituel pouvait aussi avoir un côté plus doux? La prochaine sur notre liste de créatures à éviter est un petit poisson appelé poisson-pierre. Tu penses peut-être qu'il s'agit d'une jolie petite pierre de compagnie, mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas s'y tromper. En fait, c'est le poisson le plus venimeux de tout l'océan. Ces poissons sont des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement sur les fonds rocheux ou vaseux des habitats marins de la région Indo-Pacifique. Ce sont de véritables ninjas des mers qui attendent patiemment que leur proie passe à proximité avant de l'attaquer et de l'avaler tout entière. Mais le problème, c'est que l'on peut facilement passer à côté d'un poisson-pierre sans même se rendre compte de sa présence. Je sais ce que tu penses, je ne veux pas marcher accidentellement sur un poisson-pierre. Et crois-moi, tu ne le veux vraiment pas. Ces poissons ont beaucoup d'épines sur le dos et ils libèrent du venin lorsqu'on leur marche dessus. Aïe! Ce venin peut provoquer de terribles douleurs, des gonflements et des lésions tissulaires. Ce n'est pas vraiment une bonne journée à la plage si tu veux mon avis. Mais ne t'inquiète pas, le poisson-pierre n'est pas là pour t'attraper. Il utilise ses épines à des fins défensives et non offensives. Tant que tu ne le déranges pas et que tu ne marches pas dessus, tout devrait bien se passer. Fais simplement attention à l'endroit où tu poses tes pieds et investis peut-être dans des chaussures d'eau. Et si tu te fais piquer, consulte immédiatement un spécialiste. Il est préférable de toujours regarder où tu marches, de traîner les pieds sur le fond pour éviter de marcher directement sur le poisson et de porter des chaussures d'eau si tu te trouves dans une zone susceptible d'abriter des poissons-pierres. As-tu déjà eu le plaisir de rencontrer un poisson-lion de près? Ce sont des créatures magnifiques, avec toutes leurs couleurs et leurs nageoires qui ressemblent à des ailes et à des accessoires. Il est facile d'être fasciné par leur élégance. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence éblouissante. Il ne faut pas se moquer d'eux. En fait, c'est l'un des poissons les plus dangereux de l'océan. En cas de piqûre, tu ressentiras une vive douleur, voire des réactions allergiques. Le poisson-lion injecte son venin par ses nageoires dorsales et pelviennes aiguisées. Ils ne sont pas agressifs et ne te piqueront pas à l'improviste, mais ils se défendront s'ils sont provoqués ou attrapés. Ce n'est pas seulement leur venin qui les rend dangereux, ils possèdent également de minuscules dents. Mais au lieu de les utiliser pour mordre les prédateurs, ils ont quelque chose d'encore plus dangereux, leurs nageoires. Le poisson-lion utilise ses nageoires en forme de colonne vertébrale pour repousser les prédateurs, et malheureusement, les humains en font partie. Ainsi, même s'il est tentant de s'approcher de ce poisson pour lui dire bonjour, il faut se méfier de ses épines acérées. Mais voilà, le poisson-lion peut être mangé. Certains disent qu'ils sont même délicieux. Et comme ils constituent une menace pour les écosystèmes des récifs, leur consommation est encouragée. Il suffit de veiller à retirer d'abord les épines venimeuses. Si tu fais de la plongée avec masque et tuba, ou si tu nages près des coraux dans l'océan Atlantique ou Pacifique, tu rencontreras peut-être ces poissons étonnants. Garde une distance raisonnable entre toi et le poisson-lion, et il ne se sentira pas menacé ou effrayé au point de te piquer pour se défendre. Les oursins peuvent également causer des problèmes si tu tombes dessus. Ne t'inquiète pas, ils ne sauteront pas du récif et ne te lanceront pas des épines. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ces créatures sont partout, des rivages rocheux aux récifs coralliens, et sont très répandues dans presque toutes les étendues d'eau salée, y compris dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas surprenant que les blessures causées par les oursins soient également assez fréquentes. Mais bon, les accidents arrivent, surtout lorsque nous sommes distraits par une jolie petite tortue ou trop excités à l'idée d'explorer un nouveau site de plongée. Parlons maintenant de leur mécanisme de défense. Ces petites bêtes ont deux moyens de se défendre, leurs épines et ces minuscules structures en forme de mâchoire qui peuvent injecter une substance douloureuse. Certaines espèces possèdent de longues épines acérées qui peuvent facilement percer une combinaison de plongée épaisse et se loger profondément dans ta peau. Aïe aïe aïe! Mais ne t'inquiète pas, éviter les oursins n'est pas sorcier. Essaie simplement de rester conscient de ce qui t'entoure, de faire attention aux épines qui dépassent dans le sable et de contrôler ta flottabilité. Cela t'aidera à rester à quelques mètres au moins des coraux qui peuvent cacher les oursins dans leurs crevasses.
Et si une entrée sur le rivage présente de nombreux oursins, choisis un autre site de plongée. Ce n'est pas grave. Parlons maintenant des premiers soins à apporter en cas de piqûre d'oursin. Tremper la zone dans de l'eau chaude pendant 1h30 peut aider à décomposer la substance dangereuse et à soulager la douleur. Retire soigneusement les épines à l'aide d'une pince à épiler et rase la zone pour éliminer ces pointes gênantes. Lave ensuite la zone blessée avec du savon et rince à l'eau douce. Applique également des crèmes topiques si tu en as dans ton sac de plage. Et bien sûr, surveille les signes d'allergie et contacte immédiatement un spécialiste si tu remarques quelque chose d'étrange. Mais n'oublie pas que les oursins ne sont qu'un des nombreux dangers des profondeurs. Il y a aussi les vers de feu barbus, les poissons globes et le corail de feu. Ne soyons donc pas trop durs avec nos petits amis oursins. Après tout, comparé à certaines de ces autres créatures, ils sont plutôt dociles. Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants,
et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samae-san abrite également des barracudas féroces qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samae-san est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins. Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée, donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nios au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone, directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique, et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment, et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Tu es en train de te balader tranquillement en ville en savourant ton café à emporter quand une inconnue s'approche et te fait une accolade. Hey Mike, te voilà? Prêt à partir? Attends, quoi? Premièrement, tu t'appelles James. Deuxièmement, tu n'allais nulle part. Tu menais tranquillement ta vie. Et enfin, tu n'as aucune idée de qui est cette fille. Désolé, je ne vous connais pas. Vous avez dû me prendre pour quelqu'un d'autre, réponds-tu, en te disant qu'elle est bizarre et en reculant doucement. Non, faux, négatif. On rembobine. Tu n'aurais pas dû dire ça. Peut-être qu'elle réalise pleinement que vous ne vous connaissez pas, mais qu'elle t'a quand même approché pour une raison quelconque. Hormis le fait que tu aies de beaux yeux et un sourire magnifique, bien entendu. Et si cette fille était en danger et que c'était son appel au secours?
D'accord, laisse-moi tricher un peu et te montrer ce qui aurait pu lui arriver. Imagine cette fille, c'est Riley, et elle a 19 ans. Il y a 1 heure, tout comme toi, elle est sortie de chez elle de très bonne humeur. Elle est allée se balader et quelques heures plus tard, elle devait retrouver ses amis. Alors qu'elle faisait la queue pour une glace, elle a remarqué qu'un homme la regardait fixement depuis le coin de la rue. Il portait un pantalon noir assez large, un sweatshirt à capuche noire et des lunettes de soleil. Même s'il est difficile de reconnaître une personne habillée comme ça, elle était presque sûre de ne l'avoir jamais vu auparavant. Et il avait l'air suspect. Si tu te retrouves dans une situation similaire, rappelle-toi la règle numéro 1. Fais confiance à ton instinct. Si tu te sens mal à l'aise, ne prends aucun risque. Oui, nous fixons tous les gens de temps en temps, mais il est préférable de faire attention et d'être prudent. Règle numéro 2. Va dans un endroit sûr. Il vaut mieux éviter les rues sombres et vides, bien sûr. Il vaut mieux choisir une rue ou un magasin bien éclairé et bondé, même si c'est dans la direction opposée à celle où tu vas réellement. Assure-toi de rester le plus près possible des gens. Vérifie si la personne te suit. Si c'est le cas, applique la règle numéro 3. Ne rentre pas chez toi. Tu ne veux pas que le harceleur connaisse ton adresse, pas vrai ? Continue à te balader dans la ville et choisis de préférence les itinéraires les plus fréquentés et les plus improbables. Arrête-toi pour prendre un café, faire quelques courses, aller à la poste. C'est le bon moment pour faire toutes les choses que tu pourrais avoir à faire. Peut-être que la personne se fatiguera de te suivre et rentrera chez elle. Si tu veux confirmer tes soupçons, essaie ceci. D'abord, prends plusieurs tournants abrupts. Par exemple, fais le tour d'un bâtiment. Il est peu probable qu'une personne qui s'occupe de ses affaires fasse aussi des cercles comme ça. Une autre façon est de changer ton rythme de marche et de voir si la personne ajuste son rythme au tien. Tu peux aussi entrer dans un magasin et sortir et revenir à l'intérieur. Si cette personne revient elle aussi, c'est que tu es suivi. Mais ne panique pas. Règle numéro 4, tiens-toi prête. Assure-toi que tu as quelque chose pour te défendre. Par exemple, prends tes clés et garde-les dans ta main. Tape à l'avance le numéro de téléphone d'urgence sur ton portable pour appeler sans perdre une seconde si nécessaire. Lors d'un appel, donne d'abord ton adresse. Ensuite seulement, explique qui tu es et ce qui s'est passé. Au cas où tu ne pourrais pas terminer l'appel, au moins ils sauront où chercher. Si tu es en danger et que tu as besoin d'aide, n'aie pas peur de faire une scène. Crie et essaie d'attirer l'attention de tout le monde. Cela pourrait effrayer le harceleur, mais n'oublie pas, lorsque tu demandes de l'aide, adresse-toi toujours à une personne en particulier en la regardant dans les yeux. Si tu te contentes de pleurer, tout le monde continuera à vivre sa vie en se disant tout simplement que quelqu'un d'autre t'aidera. Si tu fixes une personne de la foule, elle se sentira responsable et sera plus encline à t'aider. Bon, revenons à notre Riley. Elle a remarqué que le type la surveillait, alors elle s'est baladée dans la ville pour essayer de se débarrasser de lui. Mais ça n'a pas marché, l'homme était toujours après elle. Ça n'augurait rien de bon. Elle a appelé ses parents et ses amis, mais personne n'a décroché. Elle avait encore 1 heure avant de retrouver ses amis et elle ne pouvait pas tourner en rond comme ça. Il ne lui restait qu'une seule solution avant qu'elle ne doive faire une scène au milieu de la rue. Quand aucun de tes amis n'est là et qu'ils ne peuvent pas venir te voir, tu dois faire semblant qu'ils sont là. Tu peux approcher un étranger, enfin, quelqu'un qui a l'air gentil et sympathique, et prétendre que tu le connais. Avec un peu de chance, ils joueront le jeu. Le harceleur verra que tu n'es pas seul et partira probablement pour de bon. Riley a donc pris une grande respiration et a commencé à regarder dans la foule, essayant de trouver quelqu'un qui avait l'air gentil. Parmi tous ces gens, elle t'a choisi. Le cœur battant à tout rompre, elle a couru vers toi et t'a serré dans ses bras. « Hé Mike, te voilà. Prêt à partir ?» C'est là que ton rôle commence. Joue le jeu. Hoche la tête, souris, étreins-la et ne montre pas ta surprise. N'oublie pas que quelqu'un pourrait la traquer, alors votre relation doit avoir l'air vraie. Ta première action doit être de continuer à lui parler comme si vous vous connaissiez. Dis quelque chose de désinvolte comme « Oh, coucou ma bichette, comment ça va ?» et commence à marcher avec elle en poursuivant la conversation. Fais attention au comportement de la fille. Elle peut avoir l'air nerveuse et effrayée, sa voix peut trembler ou ses mains peuvent trembler. Continue à être amical pour la calmer et lui faire savoir que tu es de son côté et que tu vas l'aider. Pendant la conversation, tente de découvrir discrètement de quoi il s'agit. Mais sois prudent et ne regarde pas autour de toi comme ça, en essayant de repérer les types suspects. Si quelqu'un suit toujours la fille, il pourra comprendre que tu es au courant. Dis à la fille que tu voulais lui montrer de nouvelles photos de ton chat. Sors ton téléphone portable. Tape « Es-tu en danger ?» et montre-lui l'écran. Si la fille fait un signe de tête, passe à l'étape suivante. Ne la laisse pas seule. Continue à marcher, à lui parler et essaie de jeter un coup d'œil discret pour repérer les choses ou les personnes qui te semblent étranges. Lorsque tu repères le harceleur, essaie de te souvenir du plus grand nombre de détails possible à son sujet.
Ce qu'il porte, s'il a des accessoires, la couleur de sa peau, de ses cheveux, sa taille et sa corpulence. Mais ne les fixe pas encore directement. Exploite toutes les possibilités de l'examiner, comme les reflets dans les vitrines, les miroirs ou le fait de tourner la tête avant de traverser la route. Lorsque le harceleur remarquera que la fille n'est pas seule et qu'elle aura eu de la compagnie pendant longtemps, il arrêtera. Alors continue ton jeu d'acteur en gardant un œil sur la situation. Si cela fait déjà un certain temps et qu'il ne s'en va pas, il est temps de lui faire savoir que tu sais que vous êtes suivi. Arrête-toi, retourne-toi et regarde-le droit dans les yeux. Sois confiant et montre-lui que tu es au courant de son petit jeu et que tu veux qu'il dégarpisse. Profite de ce face-à-face pour repérer le plus grand nombre possible de ses caractéristiques physiques, afin de pouvoir les décrire plus tard dans les moindres détails. Lorsqu'il part, ne laisse pas la fille repartir toute seule. Fais un tour pour t'assurer que le harceleur est vraiment parti. Après cela, il vaudrait mieux raccompagner la jeune fille chez elle ou à l'endroit où elle allait pour s'assurer qu'elle est en sécurité et que rien d'autre ne la menace. Félicitations, tu es le héros du jour. Tout le monde ne connaît pas cette astuce, alors tu peux même l'initier par toi-même. Où que tu sois, il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais sauver avec une simple conversation. Si tu es par exemple dans le métro et que tu vois qu'un type suspect harcèle une fille et qu'elle a l'air très mal à l'aise, fais-le. Approche-toi d'elle, dis-lui que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue et commence à lui parler comme si tu étais un vieux pote. Le type s'éloignera d'elle et la fille te sera probablement très reconnaissante pour cette aide si précieuse. Reste avec elle et parle-lui jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Bon, il commence à faire nuit et tu as l'impression que quelqu'un est à tes trousses. La première chose que tu devrais faire, c'est de commencer à marcher un peu plus vite. Cette astuce peut soit te débarrasser de la personne suspecte derrière toi, soit confirmer ta pire crainte. Maintenant c'est confirmé, il y a quelqu'un qui te suit. Ton rythme cardiaque s'emballe, ton cœur pompe ton sang comme jamais auparavant. Essaie de tourner. 3 ou 4 virages à droite suffisent pour te ramener à ta position de départ. Ce petit jeu aura 2 effets. D'abord, tu auras une chance de disparaître, surtout si tu connais bien le quartier. Ensuite, tu confirmeras une fois de plus que cette personne est bien après toi. Tente de tourner en réfléchissant bien. Dès que tu fais un virage dans une rue, commence à courir pour que ton harceleur te perde de vue. Ne fais pas cela si tu ne connais pas bien le quartier, les chances ne seraient pas de ton côté. En effet, le risque de te perdre, ou pire, de te retrouver dans une impasse, serait plus grand. Tu pourrais avoir de la chance et rencontrer quelqu'un que tu connais dans la rue, comme ton voisin costaud avec ce Rottweiler dont tu as un peu peur. S'il y a des gens qui passent, même si tu ne les as jamais vus auparavant, dis simplement à voix haute « Salut toi !» En gros, fais comme si vous étiez amis. Dis-leur que quelqu'un te suit et demande-leur s'ils peuvent t'accompagner dans un endroit plus fréquenté jusqu'à ce que tu trouves un autre moyen de rentrer chez toi. Si tu es suivi, il est strictement déconseillé d'entrer dans ton appartement, même si un groupe de personnes t'offre leur aide. Cela peut sembler effrayant, mais la personne qui te suit dans la rue se souviendra probablement de l'endroit où tu vis et voudra peut-être revenir plus tard. Mais considérons que tu n'as pas de chance. La rue est déserte, il n'y a que toi et cette personne flippante derrière. Assure-toi que tes vêtements jouent en ta faveur. Si tu portes un sweatshirt à capuche, mets la capuche dans le dos de ta veste pour la cacher. Si tes cheveux sont attachés en queue de cheval ou relevés en chignon, laisse-les tomber pendant que tu marches. Il sera plus difficile pour la personne qui te suit de saisir toute ta chevelure ou de tirer sur tes vêtements si elle n'a plus rien à quoi s'accrocher. Tes vêtements et tes chaussures peuvent en fait t'aider à t'échapper si un étranger t'attrape. Tu peux ainsi essayer de te défaire d'une veste en espérant que tu aies une fermeture éclair sur le devant. Les chaussures à talons hauts peuvent se transformer en une arme redoutable. L'une des techniques les plus efficaces pour se sauver quand on est attaqué est le coup de pied. Frappe de toutes tes forces sur le pied de ton harceleur. Cela peut sembler brutal, mais cela va certainement porter son attention sur des problèmes plus immédiats. Les chaussures plates fonctionneront aussi, mais elles sont évidemment moins efficaces. Il faut que tu te débarrasses de cet étranger. Si tu n'es pas loin de la rue passante que tu viens de quitter, tu peux faire semblant d'avoir oublié quelque chose. Fouille tes poches. Fais comme si tu cherchais quelque chose. Dis à haute voix « Ah zut, où est mon portefeuille ?» Ne cherche pas ton téléphone, l'étranger va penser que tu ne l'as pas, ce qui lui permettra de t'attraper plus facilement. Ne dis pas non plus que tu as perdu tes clés, elles te seront utiles plus tard. Maintenant, accélère encore plus dans la direction opposée. Ton harceleur sera moins enclin à poursuivre une personne qui court vers une route très fréquentée. Bonus, c'est sans doute ton portefeuille qu'il cherchait, pas toi. Il est peu probable qu'il poursuive quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ne sors pas ton téléphone et ne commence pas à surfer ou à envoyer des SMS. La lumière de l'écran empêchera tes yeux de s'adapter dans l'obscurité et le fait de regarder ton téléphone en marchant te ralentira. De plus, il se peut que ce soit justement le téléphone que l'étranger voulait avoir. Alors ne lui montre pas où tu le ranges.
Si tu es dans une région que tu connais bien, c'est génial. Sinon, essaie de te souvenir du plus grand nombre de détails possible. En marchant, vérifie le nom de la rue, les numéros des maisons et les magasins ou bâtiments qui se trouvent dans les environs. Si tu portes des livres lourds et des sacs d'épicerie, sois prête à les abandonner dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tenir des objets lourds risque de te ralentir. Ne reste pas silencieuse. Fais une scène en essayant de fuir et crie « au feu » au lieu de « à l'aide ». Les gens se précipiteront pour aider quelqu'un qui appelle au feu afin d'éviter que leur maison ne soit incendiée. Bon, imaginons donc un exemple concret. Il est 22h, tu quittes le gymnase et tu attends que ton bus se pointe enfin. Rappelle-toi quelques règles simples. Tout d'abord, tâche de te tenir à proximité d'autres personnes qui attendent elles aussi. S'il s'avère que tu es seul, reste à l'intérieur d'un bâtiment occupé dans une zone éclairée, au moins il y a des gens à l'intérieur, jusqu'à ce que ton transport arrive. Lorsque le bus est enfin là, sois attentive aux personnes qui t'entourent. Si quelqu'un te semble suspect ou se comporte bizarrement, fais-le savoir au chauffeur. Quand il se fait tard le soir, les bus sont généralement presque vides. Évite de t'asseoir dans le coin le plus éloigné du véhicule. Prends le siège le plus proche du conducteur. Si tu descends du bus et que tu as l'impression qu'un autre passager qui est parti au même arrêt te suit, va à l'endroit avec des gens le plus proche pour y demander de l'aide. Il peut s'agir d'un bâtiment occupé. Il existe un autre scénario possible. Quelqu'un te suit en public. Si cela se produit, essaie de te rendre dans un supermarché ou un café et perds-toi dans la foule. Si la veste que tu portes est d'une couleur différente de celle de ta chemise, enlève-la. Il sera plus difficile pour le tracker de t'identifier. Si tu entres dans un restaurant ou un café et que ton harceleur est bien déterminé, il entrera et t'attendra. Une chose à faire est d'aller directement aux toilettes et d'y rester pendant 5 à 10 minutes. Il pourrait se fatiguer et partir. Si tu dors et qu'il est toujours là, installe-toi, commande un verre et préviens un des membres du personnel que tu es suivi. Ils pourront faire quelque chose et garder un œil sur toi. Quand ta boisson arrive, installe-toi, prends ton téléphone et dis à ta famille ou à tes amis où tu te trouves pour qu'ils puissent venir te chercher ou te tenir compagnie. Pendant que tu attends, essaie ces trucs. Bye. Si la personne qui te regarde bâille aussi, cela signifie qu'elle t'a observé. Les bâillements sont visuellement contagieux. Alors fais semblant de regarder ta montre. Si la personne vérifie aussi sa montre, cela signifie qu'elle a bien les yeux sur toi. Pour le piéger, prends tes affaires, sors du café pendant 2 à 3 minutes et marche un peu dans la rue jusqu'à ce qu'il te perde de vue. Puis dès qu'il sort, reviens dans le café. Il n'aura aucune raison de revenir à moins qu'il ne soit en train de te suivre. Dès que quelqu'un vient te chercher, demande au personnel de t'accompagner jusqu'à la sortie arrière du café juste pour être sûr. Évite de marcher seul à tout moment, prends toujours les routes les plus fréquentées et sois attentive à ton environnement. Bon, disons que tu es arrivé à ton appartement sans problème. Les ascenseurs sont un endroit classique pour les personnages louches. N'oublie pas que tu devrais toujours vérifier ce qu'il y a à l'intérieur avant d'y entrer. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui agit de façon suspecte et qui te donne des frissons, attends le prochain. Une fois à l'intérieur, essaie de te tenir à côté du panneau de contrôle. Même la personne la plus gentille peut accidentellement commencer à te gêner. Si la situation te semble incontrôlable, tu peux appuyer sur le panneau et demander de l'aide. Il n'y a pas que les gens qui peuvent te suivre, les chiens aussi. Bien sûr, les chiens sont les meilleurs amis du monde, mais parfois ils peuvent représenter une menace sérieuse. Les joggeurs, les coureurs et les cyclistes peuvent provoquer le chien par leurs mouvements. Tout d'abord, il faut toujours éviter le contact visuel direct. Il faut se tenir un peu sur le côté pour être une cible moins visible pour le chien. Cependant, il est important de garder l'animal dans son champ de vision périphérique. Tu peux aussi distraire l'attention du chien avec quelque chose. C'est une bonne idée de toujours avoir sur soi un objet destiné à cela. Il peut s'agir du sweatshirt noué autour de ta taille. Tu peux l'enlever rapidement et le lancer pour distraire l'attention du chien. Si tu vas faire du jogging et que tu sais qu'il y a peut-être des chiens errants, prends une peluche avec toi. En cas d'urgence, même lancer une chaussure peut être une bonne idée, même si rentrer pieds nus à la maison ne semble pas être une expérience agréable. Si le pire est inévitable, assure-toi de protéger ton visage, ta gorge et ta poitrine. Pour protéger tes doigts, forme un point avec ta main. Cela peut paraître étrange, mais le meilleur endroit pour se faire mordre est l'avant-bras. Si le chien te mord, n'essaie pas de le tirer en arrière pour ne pas aggraver la situation. Tu y es enfin. Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute.
Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs, mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. « Je n'ai pas vérifié ton parachute !» Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute. Mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis, mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale. Et depuis cette altitude, tu as moins d'1 minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman, en étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée, ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute de secours. Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe. Tu as desserré l'attirail sur ton dos et maintenant tu commences à glisser hors des sangles. C'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1, débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau en chute libre. Étape 2, à présent, trouve la poignée argentée du câble de déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée? Oups, elle est là, située à gauche de ta poitrine. Tu tires dessus avec force. Flop! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé? Le cœur qui bat la chamade? Oh que oui! Enfin, tu peux profiter de la vue. Pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il ait un accident sont d'1 sur 10 millions. Tu as 10 fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du 5e étage, le système de poulie rencontre un problème. Un câble se rompt et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué, tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant? Réfléchis bien. Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère, car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête, car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas. Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à 2 minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu y parviens facilement grâce à la pression de l'eau qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain. Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi.
Ensuite, tu fais une randonnée dans la forêt et tu trouves l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Tu prends une photo et elle est superbe. Mais attends, dans quelle direction aller pour rentrer au camp? Il commence à faire nuit et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé ici. Tu vérifies ton téléphone. Il a une carte, donc tout ira bien, non? Mais tu as pris beaucoup trop de photos de la nature et ta batterie est épuisée. Tu peux survivre jusqu'à 3 heures sans abri par mauvais temps. Tu peux rester sans eau pendant 3 jours et jusqu'à 3 semaines sans nourriture. Tu dois considérer tes prochaines actions par ordre d'importance. Ta première tâche est de construire un abri. Tu appuies un grand bâton contre un arbre pour soutenir un toit. Ensuite, tu construis 2 murs sur les côtés, formant ainsi une armature solide. Il y a beaucoup de feuilles dans la forêt et tu couvres ton toit avec des tas de feuilles pour l'isolation. À l'intérieur, tu construis un joli matelas de feuilles. Tu entres et attends le matin en espérant avoir un sommeil réparateur. Tu as terriblement mal dormi, mais tu n'as pas vraiment le temps de leur laisser une revue pourrie sur ton site de booking favori. Ta tâche suivante consiste à trouver de l'eau. Tu suis un dénivelé du terrain pour finalement aboutir à un ruisseau. De l'eau propre, check. Tu continues à marcher dans le sens du courant en espérant qu'il te mène à une rivière. Tu as plus de chances de trouver des gens et des traces de civilisation le long de grandes étendues d'eau. Les heures passent et ton ventre gronde. Tu cherches autour de toi de quoi te rassasier. Il y a des baies et des champignons, mais tu ne les reconnais pas. Il est préférable de ne pas manger quelque chose si tu ignores tout de sa toxicité. Tu cherches des insectes sous les vieux troncs et les branches. Tu as trouvé quelques verres de farine qui peuvent être mangés crus. Certains insectes, lorsqu'ils sont cuits, peuvent être une source importante de fer, de protéines et de vitamine B12. Tu les regardes et tu perds bien vite l'appétit. On verra peut-être après. Enfin, le ruisseau se jette dans une rivière et, juste devant, se trouve un pont, pas celui qui est tombé plus tôt. Tu sembles sorti d'affaires. Tu jettes ces insectes répugnants et tu te lances dans ta prochaine aventure. Trouver un restaurant. Bon, on n'ira jamais faire du camping ensemble non plus. Tu te promènes maintenant dans un champ. Le vent se lève et, non loin de là, une tornade se forme. Tu commences à t'en éloigner en courant, mais tu ne peux pas la distancer, car elle se déplace jusqu'à 100 km/h. Ta principale préoccupation n'est pas la tornade en elle-même, mais les arbres et les bâtiments que la tornade emporte, les transformant en de dangereux objets volants. Ils sont entraînés à une vitesse folle, car ils sont portés par des vents rapides qui peuvent avoisiner les 500 km/h. Tu cherches un abri, mais il n'y a rien de tel. Ta seule option est un fossé qui ne soit pas entouré d'arbres ou d'autres objets cassants. Tu te cales dans le fossé et couvres ta tête avec ta veste, en la maintenant avec tes bras pour te protéger. Couché à plat, avec ce bruit de tonnerre tout autour de toi, tu as l'impression de te trouver dans un moteur à réaction géant. C'est un son terrifiant, mais heureusement, tu ne te trouves pas sur le chemin de la tornade. Tu peux entendre les petits débris siffler au-dessus de ta tête, et beaucoup d'entre eux s'abattent tout autour de toi avec un bruit sourd, mais fort heureusement, ils t'épargnent. Tout redevient calme. Tu restes allongé en contrôlant ta respiration et en essayant de te détendre. Tu ne te lèves pas encore, car le pire est peut-être encore à venir. Les tornades peuvent durer de quelques secondes à plus d'1 heure. Tu ne prends pas de risques et tu restes dans ton fossé pendant toute l'heure. Puis finalement, quand il est clair qu'elle est partie, tu époussettes ta veste et tu rentres chez toi. En attendant, tu portes vraiment la poisse. Je te supprime donc de mes contacts et je te vire de ma liste d'amis sur les réseaux. Enfin, je ferai tout ça dès que je serai sorti de l'hôpital. C'était un survol de routine pour les gardes-côtes. Des kilomètres et des kilomètres d'océan d'un bleu profond. Soudain, les gardes ont remarqué un drapeau étrange sur une île déserte située entre Key West et Cuba. Ils sont descendus de 150 mètres pour voir ce qui s'y passait. 2 hommes et une femme agitaient les mains en signe de détresse. Il était évident qu'ils avaient besoin d'être immédiatement secourus. L'équipage n'a pas pu atterrir tout de suite à cause du mauvais temps, mais ils ont largué de la nourriture, de l'eau et une radio afin de découvrir pourquoi ils étaient là. Ils ont appris que les naufragés se trouvaient aux Bahamas depuis 33 jours déjà. Le bateau avait chaviré lors d'une tempête et ils avaient nagé jusqu'à l'île la plus proche. Ils ont aussi informé l'équipage que la femme avait besoin d'aide le plus vite possible. Le lendemain, l'équipe de sauvetage est venue en hélicoptère et a amené les naufragés dans un hôpital de Key West. Cela leur a permis d'éviter de graves complications de santé. Toutes les personnes ayant participé à l'opération de sauvetage ont été surprises par la façon dont ces personnes avaient su faire face à la situation, ainsi que par la cohérence de leurs propos. Donc, 5 semaines sur une île sans nourriture ni source d'eau potable. Comment ont-ils survécu, te demandes-tu sûrement?
Eh bien, ils ont eu la bonne idée d'utiliser des noix de coco pour s'hydrater et des coquillages pour se nourrir. Et ils ont eu une étincelle de génie en fabriquant un drapeau afin que d'éventuels sauveteurs puissent les voir. Voilà l'un des secrets pour survivre si tu te trouves un jour dans une situation similaire. Brûle du bois humide ou mouillé pour faire de la fumée. Dispose des fusées éclairantes en triangle, empile de grosses pierres pour écrire SOS ou Help. Ces signaux de détresse sont tous reconnus internationalement. Si tu changes d'emplacement pour une raison quelconque, laisse derrière toi une flèche faite de pierre indiquant la direction que tu as prise. Pour que le sauveteur puisse aussi t'entendre, fabrique un sifflet à partir d'un gland. Tiens un gland des deux mains entre ton pouce et ton index. Fais un triangle avec tes pouces près du sommet du gland. Tiens-le près de ta bouche et souffle un peu d'air dans le triangle. Tu devras t'entraîner un peu pour obtenir un volume sonore suffisant. Ah, c'était trop fort! Si tu te perds, souviens-toi de la règle de 3 pour rester calme et faire les bonnes choses dans le bon ordre. Tu peux survivre 3 minutes sans air, 3 heures dans une température extrême, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Commence par construire un abri. Puis va chercher de l'eau. Et seulement ensuite, occupe-toi de la nourriture. Si tu as plus de chances que les naufragés des Bahamas et que tu as des allumettes sur toi, rends-les imperméables. Recouvre-les d'une fine couche de vernis à ongles transparent et laisse-les bien sécher. Pour avoir toujours quelque chose pour les allumer, colle un morceau de papier de verre sur le couvercle d'une boîte en plastique et place tes allumettes à l'intérieur. Tu fais tes bagages pour une randonnée? Les vêtements en coton ne te protégeront pas et ne te tiendront pas au chaud dans la nature. Il leur faut une éternité pour sécher quand tu as transpiré ou qu'il a plu, et les vêtements humides perdent de la chaleur 25 fois plus vite que les vêtements secs. Si tu ne veux pas geler, opte pour du polyester, du nylon ou de la laine. Emporte des serviettes en microfibre qui sèchent en 1 heure. C'est quoi ce bourdonnement? Avant de t'enfuir en courant, horrifié, rappelle-toi que la présence d'abeilles est un bon signe. En général, elles ne s'éloignent jamais de plus de 6 à 8 km d'une source d'eau. Mais elle a l'air plutôt sale, non? Tu peux utiliser ton t-shirt ou un bandana comme filtre à eau. Place une de ses extrémités dans un récipient rempli d'eau boueuse, placé au-dessus d'un récipient vide qui recevra l'eau propre. L'autre partie se place là. L'eau se déversera à l'intérieur et sera nettoyée au passage. Veille à faire bouillir l'eau filtrée avant de la boire. Tu n'as plus d'eau? Les arbres sont la solution. Ils perdent toujours un peu d'eau dans l'atmosphère, donc tu n'as plus qu'à la récupérer. Trouve un arbre vert et touffu avec beaucoup de branches. Au lever du soleil, attache un sac en plastique sur la branche qui a le plus de feuilles de manière à les recouvrir complètement. Ajoute une petite pierre dans le sac pour lui donner un peu de poids. Pendant la journée, l'eau des feuilles se condensera directement dans ton sac. Le produit final sera si pur que tu n'auras même pas besoin de le filtrer. Si tu vois un halo autour du soleil, c'est un signe clair que la pression est sur le point de baisser. Elle apportera sûrement de la pluie ou de la neige dans les prochaines 24 à 36 heures. Si le halo est brisé, tu peux même prédire d'où viendra la tempête. Du côté endommagé. On dirait qu'une tempête arrive. Tu peux te fabriquer un mini-abri en sac poubelle imperméable pour rester au sec et au chaud. Fais simplement un trou pour ton visage et enfile-le. Utilise aussi 2 sacs pour garder tes pieds au sec. Si tu entends le tonnerre, compte les secondes qui le séparent de l'éclair. Si c'est moins de 30 secondes, tu dois te cacher quelque part car l'orage est trop proche. Si ça t'est impossible, reste à l'écart des grands arbres solitaires. Si vous êtes en groupe, répartissez-vous pour minimiser les risques que tout le monde soit frappé par la foudre. Tu peux aussi construire un abri en forme de triangle à partir d'un sac poubelle. Trouve quelques bâtons pour fabriquer la structure centrale. Fends le sac pour en faire une sorte de couverture et recouvre-la avec. Utilise 4 pierres pour maintenir les coins au sol. Sac poubelle ou pas, ne construis jamais ton abri sur un sol humide ou au sommet d'une colline. Le vent peut souffler très fort la nuit. Et il n'y aura pas d'arbre pour protéger ton abri qui pourra s'envoler. Maintenant que tu t'es trouvé un abri, fabrique-toi un bon lit à l'intérieur. Utilise des feuilles ou de l'herbe sèche. Place-les sous tes vêtements ou tes couvertures pour obtenir une couche isolante supplémentaire. Cette astuce fonctionne aussi bien en hiver qu'en été. Tu risques toujours de perdre plus de chaleur corporelle que tu ne peux en produire. Tu n'as pas de corde sur toi? Tu peux en fabriquer une toi-même à partir des plantes. Trouve de longues herbes, ou encore mieux, des herbes sèches.
et tisse-les ensemble en une tresse ou simplement en un cordon. Tu peux aussi utiliser l'écorce des arbres ou des branches que tu trouves par terre. Avant de t'aventurer dans la nature, surtout dans les régions sauvages où il y a beaucoup de buissons et de forêts, assure-toi que tes lacets ne se prendront pas dans les branches. Fixe les extrémités libres du ruban adhésif en toile sur le haut de ta cheville, et voilà, tu ne tomberas pas. Tout du moins, pas à cause de tes lacets défaits. En te préparant pour ton aventure, apprends au moins à faire un nœud de base. Crois-moi, cela pourrait te sauver la vie. Le nœud de chaise t'aidera si tu as besoin d'attacher quelque chose à une corde avec une boucle. Plus tu tires fort, plus le nœud est serré. Pose la corde en travers de ta main et forme une petite boucle. Tire l'extrémité libre vers le haut et fais-la passer dans le trou par le dessous. Ça te semble trop compliqué? Souviens-toi de ceci. Le lapin sort du trou, fait le tour de l'arbre, puis redescend dans le trou. Alors voilà, tu dois enrouler la corde autour de la partie droite et la faire passer ensuite à travers la boucle. Maintenant serre-la et ton nœud est prêt. Si tu as de la nourriture sur toi que tu aimerais conserver plus longtemps, mets-la dans un sac en plastique ou un morceau de tissu fin et ferme-le. Tu peux utiliser un élastique, une barrette ou une corde. Creuse un trou dans la terre assez profondément pour y placer ta nourriture. Couvre-le avec une serviette afin que les animaux ne le découvrent pas avant que tu reviennes. Remplis le trou de terre et ajoute un peu de mousse, de paille ou de feuilles pour le dissimuler davantage. S'il y a de la glace ou de la neige à disposition, utilise-la pour garder ta nourriture au frais. N'oublie pas de marquer ta cachette d'une manière ou d'une autre. Tu pourras ainsi facilement la retrouver plus tard. Il te reste maintenant 2 ou 3 jours avant que tes denrées périssables ne se gâtent. Bienvenue à la Science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te mord la cheville. Quel malheur! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois 2 plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien, car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître 1 semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelque temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposée au soleil pendant 1 ou 2 heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et desquamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agrumes ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner, c'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang-froid à retourner au cœur, au cerveau et aux poumons et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un
alerte tornade signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de tornade signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi, et tu ne te rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles 2 fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'1 à 3 minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper, mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas, car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu briser la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière, car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherche une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, cours te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider. Bon, alors voici le scénario. Tu rentres chez toi après une soirée entre copines. C'est alors que tu entends des bruits de pas derrière toi. Tu te retournes et tu vois quelqu'un marcher dans ta direction. Tu te dis « Est-ce qu'il est en train de me suivre ?» Si ce scénario se présente à toi un jour, voici ce que tu dois faire. Commence à marcher un peu plus vite. Si tu entends les pas de la personne qui te rattrape, alors tes soupçons sont fondés. Essaye de tourner. 4 virages à droite suffisent pour te ramener à ta position de départ. Cela confirmera que la personne est après toi puisqu'elle n'a aucune raison de tourner en rond et cela te donnera une chance de disparaître. Dès que tu tournes, commence à courir jusqu'à semer ton poursuivant. Si des gens passent par là, tu peux dire à voix haute « Salut !» et prétendre que ce sont tes amis. Dis-leur que quelqu'un te suit et demande-leur s'ils peuvent t'accompagner dans un endroit plus public, jusqu'à ce que tu trouves un autre moyen de rentrer chez toi. Ne va surtout pas chez toi lorsque tu es suivi, même si tes nouveaux bienfaiteurs proposent de t'aider à t'y rendre. Ton poursuivant saura alors où tu habites et pourrait revenir plus tard, ou attendre que tu sortes de chez toi. Mais supposons qu'il n'y ait personne dans la rue et que cette silhouette soit toujours derrière toi. Si tu portes un sweat à capuche, rentre la capuche à l'intérieur pour la cacher. Si tes cheveux sont relevés en queue de cheval ou en chignon, laisse-les retomber pendant que tu marches. Il sera plus difficile pour ton poursuivant d'attraper toute ta chevelure
ou de tirer tes vêtements s'il n'a rien à quoi s'accrocher. Maintenant, tu dois le semer. Si tu viens de t'éloigner d'une route très fréquentée, tu peux faire semblant d'avoir oublié quelque chose en tapotant tes poches. Dis à haute voix « Arf, où est mon portefeuille ?» Pendant que tu fais ça, commence à marcher encore plus vite dans la direction opposée. Cette personne sera moins susceptible de poursuivre quelqu'un qui court vers une rue bondée. Et elle ne courra probablement pas après quelqu'un qui n'a pas son portefeuille. Ne dis jamais que tu as perdu tes clés, elles te seront utiles plus tard. Ne sors pas ton téléphone pour envoyer des messages. La lumière de l'écran rendra l'adaptation de tes yeux à l'obscurité plus difficile. En plus, le fait de regarder ton téléphone te fera ralentir. Regarde bien autour de toi et apprends à connaître ton emplacement exact. En marchant, identifie le nom de la rue, regarde les numéros des maisons et quel magasin ou bâtiment se trouve dans les environs. Tu auras besoin de ces détails plus tard. Si tu n'arrives pas à t'échapper et que la rue ou la ruelle dans laquelle tu te trouves semble interminable, tourne-toi et regarde ton poursuivant. Regarde ses vêtements, ses yeux, sa taille et son âge. Sweat à capuche noire, pantalon mauve, casquette de baseball verte, ok. Cela te permettra de donner une description précise aux autorités. En faisant cela, tu enverras aussi un message clair à cette personne. Et oui, je te vois. Les personnes mal intentionnées comptent sur l'élément de surprise. Avec un contact visuel prolongé et intense, tu leur retires cet élément. Ils seront pris au dépourvu et ne te verront plus comme une cible. Sois sûr de toi, les épaules rejetées en arrière, le menton relevé. N'aie pas l'air perdue ou nerveuse. Tu donneras une impression de « je sais ce que je fais ». Et ils n'aiment vraiment pas ça. Mettons que le mec à la casquette verte soit déterminé et décide de t'aborder pour te demander quelque chose. Garde un contact visuel constant. S'il te demande son chemin, ne baisse pas les yeux et ne détourne pas le regard pour prendre ton téléphone. Tu dois éviter toute distraction. Dis-lui simplement que tu ne connais pas le chemin. Sa demande est déjà assez suspecte. Qui n'a pas de téléphone avec GPS de nos jours? Si tu portes des livres ou des courses, sois prête à les lâcher dès que tu sens que quelque chose ne va pas. S'accrocher à des objets lourds te ralentira. Maintenant, tu vas avoir besoin de tes clés. Place-les dans ta paume, les dents des clés dépassant de ton poing. Si les choses dégénèrent, tu auras quelque chose de pointu pour te défendre et tu pourras t'enfuir. Ne reste pas silencieuse. Fais du bruit en essayant de partir. Et crie au feu plutôt qu'à l'aide. Les gens réagissent plus souvent à cela qu'à un simple appel à l'aide. Personne ne veut poursuivre quelqu'un qui crie à tue-tête et attire l'attention sur lui. Si la personne te suit de plus loin, sors ton téléphone et appelle la police. C'est à ce moment-là que tu dois connaître tous les détails concernant la rue dans laquelle tu te trouves, ton emplacement et les bâtiments qui t'entourent. Reste au téléphone avec le répartiteur et suis ses instructions. Un autre scénario possible est que quelqu'un te suive en public. Si cela se produit, essaye de te rendre dans un supermarché ou n'importe quel endroit où tu peux te faufiler dans la foule. Si ta veste est d'une couleur différente de ta chemise, retire-la. Il sera plus difficile pour cette personne de t'identifier. Si tu entres dans un restaurant ou un café et que ton poursuivant est déterminé, il entrera et t'attendra. Une possibilité est d'aller directement aux toilettes et d'y rester pendant 5 à 10 minutes. Il se peut qu'il perde patience et qu'il parte. Si tu sors et qu'il est toujours là, fais la queue, commande quelque chose et fais savoir à l'un des membres du personnel que tu es suivi. Ils feront probablement quelque chose et garderont un œil sur toi. Prends ta commande et assieds-toi. Utilise ton téléphone pour faire savoir à ta famille ou à tes amis où tu es, afin qu'ils puissent venir te chercher ou te tenir compagnie. Pendant que tu attends, essaye ces astuces. Bâille. Si la personne bâille aussi, cela signifie qu'elle t'observe. Le bâillement est visuellement contagieux. Fais semblant de regarder ta montre. S'il vérifie la sienne aussi, il a les yeux rivés sur toi. Nous imitons instinctivement la personne sur laquelle nous reportons notre attention. Pour le piéger, quitte le café et marche un peu dans la rue jusqu'à ce qu'il te perde de vue. Puis, dès qu'il en sort, retourne dans le café. Il n'a aucune raison de rentrer de nouveau, sauf s'il te suivait avec une idée fixe. Lorsque quelqu'un vient te chercher, demande aux employés de t'indiquer la porte arrière par sécurité. Évite de marcher seul. Si tu le fais, reste dans les rues fréquentées et fais toujours attention à ton entourage. Tu sais, tout ce qui se trouve au-delà de l'écran de ton téléphone. Ha, détends-toi, je plaisante. La conclusion ? J'espère que rien de tel ne t'arrivera, mais le fait d'y être préparé te donnera confiance en toi au cas où.